Fin des rappels. Donc le suivi à long terme. D'accord? Pour ceux qui ont eu un traitement par immunosuppression, je vous rappelle qu'on n'est pas chirurgien, heureusement pour vous, parce que je suis vraiment très maladroit de mes mains. Donc la greffe, c'est une transfusion. Je vous rappelle, on prélève un donneur, avant tout de la moelle, parce que c'est important que ça soit de la moelle dans l'aplasie médulaire. Pendant ce temps-là, le patient a un conditionnement. Très souvent, c'est de l'endoxan du sérum antilymphocytaire. Et on réinjecte par la veine chez le patient. Donc c'est ça, la greffe. Pitié. D'accord. Quels sont, virgule, à long terme, virgule, les résultats de cette greffe? Ils sont absolument excellents pour peu qu'on utilise de la moelle et pas des cellules souches périphériques. Pourquoi pas de cellules souches périphériques? Malheureusement, pour le pauvre donneur intrafamilial qui doit aller au bloc opératoire et qui aura donc mal aux fesses pendant 3 ou 4 jours, parce que les résultats de la greffe, si on utilise de la moelle par rapport à des cellules souches périphériques, sont bien meilleurs. Vous voyez près de 90% de survie à long terme. Donc, la greffe à partir d'un donneur de la famille dans une aplasie médulaire, virgule, sévère, c'est le traitement de choix. Il a réalisé le plus vite possible. Il donne des très bons résultats à court, moyen et long terme. Je vais vous donner des exemples. Et après, le problème, c'est jeune. D'accord? Donc, on va revenir sur la diapo jeune et qu'est-ce que c'est que la définition du jeune tout à l'heure. Et s'il n'y a pas de donneur familial ou qu'en gros le patient a plus de 40 ans, on traite le patient par immunosuppression. Alors, voilà le long terme. Alors, ce n'est pas pour dire Saint-Louis, mais c'est simplement que, malheureusement, dans la littérature, si vous regardez les résultats à long terme de gens patients qui ont un recul de plus de 2 ans, il m'énerve, de 2 ans, il n'y a que 2 groupes au monde, 2 et 2. C'est nos collègues et concurrents de Seattle sur la côte ouest américaine, d'accord, et Saint-Louis. Et il n'y a que ces 2 séries dans lesquelles on s'est intéressé vraiment à qu'est-ce qui se passe vraiment loin, est-ce qu'on les guérit vraiment, comment ils vont, etc. Alors, sans rentrer dans des détails, j'avais publié le long terme des gens du temps où on utilisait de l'irradiation dans la préparation de la greffe. On a arrêté de manière drastique en 90, quand j'avais fait l'étude, en disant non, ça guérit peut-être des gens, mais comme on fait des rayons, ça donne des cancers, donc on arrête complètement et on utilise la méthode américaine. Vous voyez qu'à Saint-Louis, on retrouve ces 90% de survie. Et puis surtout, on est allé regarder aux vraies complications à long terme. La très bonne nouvelle, c'est qu'avec ce type de conditionnement qu'on utilise depuis, encore une fois, le début des années 90, le risque de deuxième cancer est devenu très bas. Alors, on a mis un deuxième cancer parce qu'il faut bien qu'on soit honnête et qu'on répondre tout, d'accord? Sauf que le cancer dont on parle, c'est un petit cancer cutané qui est excessivement fréquent dans la population générale, qui s'appelle un carcinome basocellulaire, qui sont ces petits trucs que les dermatos sur le front des dames à partir d'un certain âge. D'accord? L'ostéonécrose, ça malheureusement, pour en revenir dans les questions, ça reste un problème. C'est un problème non seulement dans la greffe, mais dans l'immunosuppression, qui est relativement fréquent dans l'aplasie médulaire, qui fait mal et qui fait qu'il peut y avoir des indications de prothèse de hanche. Très honnêtement, et pour avoir bossé depuis quasiment 20 ans sur le problème de l'ostéonécrose, pourquoi c'est plus fréquent dans l'aplasie médulaire? Certes, on utilise quelquefois des corticoïdes, mais ça n'explique pas tout. Il y a un truc qui est lié à l'aplasie médulaire, on a du mal à voir. Complications cardiovasculaires, un seul, mais ça explique, pour au moins ceux que je suis en consultation qui comprennent pourquoi je leur casse les pieds avec le cholestérol, le bilan lipidique et des choses comme ça. Il y a des risques de complications cardiovasculaires post-greffe à très long terme qui, par rapport aux greffes dont les leucémies sont quasiment négligeables pour l'aplasie médulaire, ça n'empêche qu'il faut regarder la tension, le diabète, le cholestérol, etc. à long terme. Et puis, des complications endocriniennes, elles sont de 2 ordres. D'une part, quelquefois des troubles de la fertilité à cause des fortes doses endoxan, sachant que ce n'est pas parce qu'on est greffé, je vous le rappelle, qu'on a reçu de l'endoxan et qu'on est jeune, qu'on ne risque pas ou qu'on n'a pas la chance d'avoir des bébés.
je dis risque parce que c'est simplement que si vous voulez un bébé après la greffe, déjà que c'est le cauchemar des docteurs, mais vous attendez un peu, quoi. Hein, vous attendez juste 18 mois, 2 ans, parce que les greffes, les grossesses tout de suite après la greffe, c'est un vrai cauchemar et il y a des risques pour le bébé. Et les autres problèmes qui peuvent arriver encore beaucoup moins fréquemment que dans les leucémies, des problèmes de thyroïde. Le problème de cette histoire, pourquoi 40 ans? Parce que 40 ans, ça c'est bien quand on fait des cours il y a quelques années que vous en avez 40, comme lui, là. Sauf que quand vous arrivez à 57 comme moi, et de dire les sujets jeunes, machin, 40 ans, c'est déjà un vieux pour une aplasie médullaire, c'est un peu casse-pied. Pour une raison que je ne m'explique absolument pas, ni aucun de mes collègues spécialistes au monde, il y a une barre qui demeure indéfectible depuis 35 ans. Il y a une barre à 40 ans dans l'aplasie médullaire, qui fait que même si on a un donneur de la fratrie qui est identique, c'est moins bon. Et c'est pour ça qu'on n'est pas très chaud, sauf cas particulier. C'est pour ça, n'allez pas dire oui, mais moi, machin truc. Non, je veux dire, on n'est pas très chaud de base, après ça se discute, de discuter une greffe d'emblée, même s'il y a un donneur dans la fratrie chez quelqu'un qui a plus de 40 ans. C'est comme ça. OK. Alors, ça donne des bons résultats, mais il y a un truc qui s'appelle la GVH chronique. Alors, je vous ai dit que j'allais m'occuper un peu moins de l'HPN. C'est que pour le peu de temps que l'administration me laisse, j'ai décidé de passer les 10 dernières années à ne m'occuper que d'une chose au laboratoire qui est la GVH. Une et une seule chose. Ça reste la plaie. C'est-à-dire cette complication immunologique qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, la maladie aiguë ou la maladie chronique, surtout du greffon contre l'autre, ça c'est vraiment une plaie dont j'aimerais, au moins une fois que je partirai dans 9 ans, avoir au moins essayé de comprendre un certain nombre de choses. Alors, si vous avez bien suivi, là c'était les 30% de gens qui ont un donneur identique dans la fratrie. Ils n'en ont pas. Donc, on traite par immunosuppression. On va voir derrière par immunosuppression ce que c'est. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est avoir surtout quand on parle de long terme, c'est avoir un sens de l'histoire. D'accord? Qu'est-ce que c'était il y a 35-40 ans, les résultats de l'immunosuppression? Qu'est-ce qu'ils sont maintenant? Et, grosso modo, elle n'est pas là, la courbe, mais il y a 50 ans, malheureusement, l'aplasie médullaire grave, avant l'arrivée de l'immunosuppression, c'était quasiment une condamnation à mort. Il faut quand même voir que ça restait une maladie gravissime, d'accord? Et puis, il y a eu des progrès dans le début des années 90. La moitié des patients dont on pouvait considérer qu'ils étaient en vie et survivants à long terme. Un gros truc, début des années 90, qui est l'arrivée de la cyclosporine, qui permet de passer ce palier de 50% de chances de survie à plutôt 60-70%. Et à l'heure actuelle, les résultats de l'immunosuppression, c'est plutôt aux alentours de 80-90%, ce qui fait que les résultats sont, en termes de survie, strictement identiques à ceux de la greffe à partir de quelqu'un intrafamilial. C'est pour ça que Régis vous disait, parler que de survie dans cette maladie, ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'il faut regarder au long terme, immunaire. D'accord ? Greffe non apparentée, quand il y a un très bon donneur, d'accord? Les résultats étaient absolument catastrophiques il y a quelques années, y compris il y a 15 ans, d'accord? À l'heure actuelle, si on a la chance de trouver un bon donneur, qui est 10 sur 10 comme ceux qui ont déjà pu entendre, mais un bon donneur dans les fichiers, les résultats, vous le voyez, c'est quasiment identique à ceux des résultats à partir d'un donneur de la fratrie, près de 80% de chances d'être guéri à long terme de cette maladie, sauf que, et ça je ne vais pas rentrer dans les détails, ça ne se traite pas pareil, les conditionnements pré-greffe ne sont pas pareils, on est obligé pour que la greffe prenne dans ce type de situation d'utiliser de fortes doses d'immunosuppression et, vraisemblablement, de faibles doses d'irradiation pour préparer cette greffe. Encore une fois, on peut en parler si vous voulez. Suivi long terme post-immunosuppression cette fois-ci. D'accord? Les résultats de l'immunosuppression, je vous ai montré tout à l'heure. Très bons résultats approchant ceux de la greffe, à condition de faire un certain nombre de choses. La première chose, ça vous paraît du tripatouillage de docteur,
mais c'est vraiment important. Le SAL qu'on utilise dans l'immunosuppression, il doit venir du cheval et pas du lapin. Vous voyez à quel point on s'amuse. Sauf que c'est pas vraiment s'amuser, parce que si vous utilisez du séromentine lymphocytaire de cheval, qui est, rassurez-vous, le seul truc qui est disponible à l'heure actuelle en France. Hein, donc, bon, les résultats, c'est 80 à 90%. Et si jamais vous utilisez du lapin, ben, c'est quand même beaucoup moins bien. Attention, on parle du traitement de première ligne, on ne parle pas d'une rechute éventuelle.